Maintenant, on va avoir un panel assez large sur ces nouveaux risques et ces nouvelles technologies avec des profils diversifiés. Émilie, je te laisse prendre la suite. Allô, c'est bon. Oui, bonjour à tous et donc bienvenue sur cette nouvelle table ronde relative aux nouveaux risques et comment les gérer dans les nouvelles technologies. Nouveaux risques, c'est assez large. Moi, en tant qu'avocate, c'est les risques réglementaires et juridiques, mais on ne va pas parler ça principalement aujourd'hui. Puis ça vous endormirait encore un peu plus, peut-être. Non, je plaisante. Non, on va parler des nouveaux risques au sens général du terme, c'est-à-dire qu'effectivement, on a identifié des nouveaux risques assez larges, que ce soit les risques ESG, les fraudes documentaires, les risques liés à l'utilisation de l'IA, les risques liés même à l'utilisation de nouvelles technologies. Donc on va être dans un débat qui est relativement ouvert. Je vais laisser les différents intervenants se présenter rapidement et puis on va lancer les débats. Bon, je commence. Bonjour à tous, merci pour votre présence. Donc, je suis Morgan Mariano, je suis directeur commercial de l'entreprise qui s'appelle Namirial. Namirial, c'est un groupe d'environ 900 personnes avec un siège social en Italie et en France, on est représenté à Paris ici avec des bureaux et à Montpellier où on a notre centre de R&D. Namirial, qu'est-ce que nous faisons? Donc, sur le marché français, nous sommes un tiers de confiance et nous sommes un tiers de confiance qualifié au niveau européen. Donc, nous sommes capables de faire de la vérification d'identité en distanciel, donc en digital, d'émettre des signatures électroniques qui vont de pair avec la vérification d'identité, donc à différents niveaux de qualification. Et ensuite, on a même des solutions où on peut émettre des certificats, fournir des entreprises avec des certificats. Donc, on couvre en fait tout ce qui est autour de l'identité, du document et de la signature, donc ce qui fait un parcours en général d'entrée en relation en digital. Voilà, donc en France, on existe depuis 2004 et on s'est spécialisé sur les technologies d'intelligence artificielle il y a un peu plus de 10 ans. Donc on a été les précurseurs au niveau des technologies digitales d'entrée en relation basées sur l'intelligence artificielle. Et depuis, donc, on a évolué là-dedans. Et aujourd'hui, on se positionne comme un acteur majeur de la sécurité en tant que tiers de confiance certifié par l'ANSSI. Donc avec le niveau le plus sécurisé, je dirais, pour une entrée en relation à distance. Voilà ce que nous faisons au sein de Namirial. Oui, bonjour, donc Georges Guitlin, moi je suis responsable conformité et système pour le groupe Crédit Agricole. Bonjour, Hervé Morand, donc je suis fondateur et président de Synalis. Donc Synalis, c'est une société qui existe depuis 20 ans et dont l'ADN est vraiment fondé sur la recherche et le développement. Et donc on a fait partie des premiers partenaires de Finance Innovation il y a 20 ans. Donc ravi de revenir ici. On travaille sur le chiffre réglementaire, alors particulièrement dans l'assurance depuis des années. Donc on a accompagné toutes les normes, qu'elles soient de solvabilité, qu'elles soient IFRS 17, donc les nouvelles normes comptables ou ce genre de choses. Et là, nous travaillons depuis déjà quelques années sur les problèmes de durabilité. Et donc ça va être le sujet. Bonjour, Erwan Dano, je travaille à Transmit Security en tant qu'ingénieur avant-vente. Transmit Security, c'est une société d'édition logicielle qui fournit une plateforme assez complète destinée à sécuriser l'identité des utilisateurs. Donc on va fournir de l'authentification, notamment de l'authentification forte pour être conforme à des réglementations bancaires comme la DSP2, mais également des solutions de vérification d'identité, de détection de la fraude en temps réel et d'orchestration, c'est-à-dire la capacité d'adapter en temps réel des parcours en fonction d'informations qui pourraient venir de solutions de scoring de risque, comme nous le proposons, et aussi en allant appeler des services externes lorsque c'est nécessaire. Donc typiquement, on pourrait aussi appeler Namirial pour réaliser des signatures. Et aujourd'hui, donc, on va vous parler de risques et surtout de l'utilisation de l'IA, parce qu'à Transmit Security, nous utilisons aussi l'IA, mais uniquement lorsque c'est nécessaire. On ne suit pas les
les vagues de hype. Typiquement, on n'utilise pas de blockchain puisque ça n'a aucun intérêt pour nous. Donc, je vous laisse continuer. Oui, tout à fait. Donc effectivement, on voit que l'IA est un peu au centre des préoccupations, mais on a donc des risques qui ne sont pas liés que à l'IA et à la nouvelle utilisation de l'IA. On va parler de façon un peu plus large des risques. Et du coup, j'ai envie de commencer avec Hervé pour, pour effectivement vous montrer qu'on n'est pas uniquement au centre des nouvelles technologies, mais aussi qu'il y a des problématiques un peu plus larges dans ces nouveaux risques, et notamment les risques ESG. Donc Hervé, est-ce que tu peux un peu nous en parler? Alors, je vais reprendre un thème qui a été abordé ce matin, c'est-à-dire l'augmentation des normes. Et donc en particulier sur la durabilité, on n'échappe pas à cette augmentation extrêmement importante des normes. Et dans le domaine qui est le nôtre, c'est-à-dire le domaine financier, en tout, on s'aperçoit que finalement, pour les sujets type durabilité, en tout, les valeurs qu'on regarde, les sujets qu'on regarde, en tout, viennent de plein de directions différentes, de plein d'utilisateurs différents. Je vais prendre par exemple l'exemple, la CSRD, aujourd'hui, elle touche plutôt les directions ESG, les directions financières, mais typiquement, on a aussi le cas pour le décret tertiaire, par exemple, d'obligations, par exemple, pour les consommations d'énergie sur les bâtiments. Donc on va avoir aujourd'hui sur ces normes-là finalement des utilisateurs ou des personnes qui sont concernées, qui ne sont pas forcément au centre des réunions. J'ai récemment eu le cas comme ça d'une réunion sur la CSRD. Typiquement, personne autour de la table ne connaissait l'existence, alors qu'ils étaient dans un bâtiment de plus de 1000 mètres carrés, l'existence justement du décret tertiaire et des gens qui étaient au courant de ça. Alors pourquoi le décret tertiaire c'est important? C'est que toute la partie énergétique des bâtiments est traitée par ce décret. Voilà. On a aussi dans les ESRS à produire une information sur l'énergie. Voilà. Donc ça amène un des risques principaux qui va être sur le reporting, sur les multiples reportings. Et alors là, je pourrais en sortir, il y en a une dizaine, une quinzaine qui concernent la durabilité. Sur chacun de ces rapports, il va falloir être cohérent avec les petits copains. Donc quelque part, j'entendais la présentation d'avant sur le fait qu'entre les banques, ça serait bien de travailler ensemble. Là, ça veut dire aussi qu'il va falloir travailler de façon beaucoup plus large avec des directions, avec des utilisateurs, avec même des tiers externes dont on n'a pas du tout l'habitude de travailler dans le domaine financier. Voilà. Donc ça, c'en est un. Après, on retrouve sur, on va dire, la déclinaison ESG, on va retrouver les risques climatiques, et dont on voit avec le dérèglement climatique. On va trouver les sujets liés, bien sûr, au social. Et elle aussi se développe de façon assez importante. Et enfin, la gouvernance, sachant que maintenant qu'on a un nouveau Premier ministre, qui est Michel Barnier, pour ceux qui ne savaient pas, on va pouvoir peut-être y voir un peu plus clair sur les aspects de gouvernance et d'impact sur la stratégie dans les prochaines semaines et prochains mois. Voilà. Oui, effectivement, donc le risque d'instabilité politique est maintenant écarté. Donc on va pouvoir se pencher sérieusement sur les nouveaux risques liés à la technologie. Non, si je reviens un peu sur ce que tu viens de dire, quel lien du coup tu fais entre ces risques durabilité et les nouvelles technologies? Alors, pour une fois, la norme, en général, par exemple, sur les sujets de fraude, c'est quand même des sujets dont on entend parler depuis pas mal de temps. Les sujets financiers, on est quand même sur des mesures en monnaie, les bilans, les comptes de résultats, c'est des sujets où les impacts dessus, c'est des sujets qu'on connaît depuis longtemps. Là, on va quand même avoir des nouveaux sujets. Les gaz à effet de serre, voilà, alors on entend parler déjà depuis un moment, mais c'est quand même pas très diffusé dans les entreprises, on ne le mesure pas de façon évidente. Des sujets comme la biodiversité qui font un peu le tour en ce moment des discussions, la quantification de ça, c'est quand même assez compliqué. Donc là, la norme, quelque part, a anticipé, je dirais, à la fois la production de données, et de données quantitatives, puisque par exemple dans CSRD, il est demandé au moins 30% de données quantitatives fiables. Pour aller la chercher, il va falloir y aller. Et le deuxième sujet, ça va être de récupérer ces données, de multiplier la récupération de ces données pour pouvoir travailler dessus. Et derrière,
retomber sur des modélisations, sur une capacité à produire des états, faire de l'intelligence artificielle sur les données qu'on a, etc., etc. Oui, donc l'enjeu, c'est effectivement donc, le traitement des données, la collecte des données via des outils technologiques adaptés, Voilà. de ton côté. Si on prend maintenant sur le rôle des RegTech dans la gestion des fraudes réglementaires, donc Erwan, toi, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les technologies spécifiques que tu utilises pour effectivement contrer les risques que tu identifies? Quels sont ces nouveaux risques en fait? Alors nous, on travaille énormément avec des banques. Alors on ne travaille pas que avec des banques, on travaille aussi avec des commerces en ligne. Mais c'est vrai qu'à Transmit Security, on va dire un passif plutôt bancaire, avec des grosses banques comme HSBC, UBS, Citi, NN, et j'en passe. Et donc il y a une vraie volonté donc, d'être conforme notamment aux réglementations comme la DSP2 et de se préparer à des nouvelles réglementations comme la DSP3. Et au niveau de la DSP2, donc c'est le besoin d'être conforme à l'authentification forte, mais aussi à la détection en temps réel du contexte de risque. Ce qu'on peut voir en fait comme nouveaux risques qui émergent aujourd'hui dans ces secteurs, on a premièrement la création de comptes en masse, réalisés soit de façon automatique ou semi-automatique, qui peut être en général détecté si on est capable d'identifier qu'un appareil est le même avec du fingerprint, parce que les fraudeurs ont un ensemble limité d'appareils à leur disposition. Je n'ai pas assisté à la présentation précédente, mais j'ai entendu les mots-clés, donc vérification documentaire. On est pile poil dedans. Nous, ce qu'on voit à Transmit Security, c'est que les fraudeurs, aujourd'hui, sont capables de tirer parti de l'intelligence artificielle et générative pour créer des faux documents d'identité sur la base de vraies photos de documents d'identité. C'est-à-dire qu'ils vont prendre votre photo de document d'identité, ils vont prendre leur propre selfie et via un outil basé sur de l'intelligence artificielle, vont fusionner les deux de façon à ce que les services de vérification d'identité habituels ne puissent pas voir la différence. Parce que le format du document sera le bon, la date d'expiration sera la bonne, les polices de caractères utilisées seront les bonnes, etc. Les hologrammes seront présents. Donc très difficile à détecter. Donc voilà ce qu'on voit de plus en plus. Et juste pour terminer, deux éléments supplémentaires. En parlant d'intelligence artificielle basée sur l'intelligence générative, on voit que des barrières se cassent. Donc typiquement, on avait une banque en Islande qui n'avait quasiment aucune fraude, vraiment zéro. Mais aussi parce que c'est un endroit assez reculé, difficile d'atteindre ses utilisateurs. Depuis que ChatGPT, Gemini et d'autres systèmes sont démocratisés, cette banque a vu exploser son taux de fraude. Parce que tout simplement, pour les fraudeurs, c'est une ouverture de part de marché, d'une certaine manière. Donc maintenant, ils peuvent aller adresser des banques qui ne pouvaient pas avant. Donc c'est génial pour eux, et en particulier pour les fraudes à l'ingénierie sociale, où on va manipuler l'utilisateur pour qu'il, d'une certaine manière, réalise lui-même la fraude. C'est-à-dire que c'est l'utilisateur qui va prendre son téléphone avec son empreinte, qui va faire le virement vers le compte du fraudeur. Et ça, c'est extrêmement dur à détecter et c'est le type de fraude qu'on rencontre le plus aujourd'hui. Donc oui, c'est vrai que c'est un paradoxe puisqu'on parle beaucoup de l'IA comme outil technologique de développement de certaines fonctionnalités, mais aussi il y a le pendant effectivement du développement des différentes fraudes. Et effectivement, Morgane, sur ce point-là, tu as... Ouais, absolument. Tu as certains témoignages pratiques à donner. En fait, Erwan, tu as cité quelque chose de très intéressant, c'est qu'effectivement, les fraudeurs, ils n'attendent pas qu'on ait sorti une technologie sur l'IA pour se dire je vais essayer de la contrer. Ils sont en avance, je dirais même, sur ce genre de choses. Donc là, l'exemple que tu donnais, Erwan, c'est ce qu'on appelle des générateurs de faux documents. Et nous, comme d'autres prestataires, avons aussi travaillé là-dessus avec des technologies d'IA. Et nous sommes capables de reconnaître un document qui serait sorti d'un générateur de faux documents. Donc une fausse facture free, une fausse pièce d'identité, même si tout semble bon à l'intérieur, il existe encore des moyens basés sur l'IA et potentiellement avec un complément humain en cas de doute, parce que l'IA reste effectivement un socle fiable maintenant, surtout pour des entreprises comme nous qui travaillons depuis plus de 10 ans, un socle fiable mais qui
peut parfois avoir ses limites, et les limites, elles peuvent être contrées ou complétées, je dirais, avec un humain expert anti-fraude. Mais typiquement, effectivement, les solutions d'IA que les fraudeurs utilisent sont aussi en avance que ce qu'on pourrait nous utiliser pour les contrer. Donc c'est un risque perpétuel de devoir faire évoluer les technologies en réaction à ce qui se fait au niveau de la fraude. Tu dirais que presque les hackers et les personnes malfaisantes, entre guillemets, sont presque en avance par rapport aux technologies développées pour pouvoir inventer de nouveaux risques, en fait. Absolument, on le voit avec ce qu'on entend avec des deepfakes, avec des fausses vidéos, de fausses personnes. Je veux dire, on entend tous parler. Donc effectivement, on a des génies dans nos entreprises, comme vous en avez vous, mais il y a aussi des génies qui ne travaillent pas dans des entreprises et qui veulent faire des choses telles. Donc effectivement, on vient en réaction et parfois aussi en amont pour imaginer ce qu'ils peuvent faire. Effectivement, c'est un travail continu, c'est de la veille pour les contrer. Donc l'innovation face à l'innovation, quelque part. Absolument. Imagination sans fin. Du coup, Georges, toi, tu as ton témoignage en tant que responsable conformité au sein du Crédit Agricole et des différents outils que vous développez. Qu'est-ce que tu pourrais nous apporter comme témoignage, effectivement, sur le développement de l'IA au sein du groupe Crédit Agricole ? Alors, le développement de l'IA et d'une manière générale de l'innovation au sein des banques, il est poussé par plusieurs facteurs. Le premier, bon, on en a parlé, hein, mais je commence par celui-là parce qu'on vient d'en parler. C'est qu'en face de nous, on a des fraudeurs, on a des blanchisseurs, on a des réseaux terroristes qui utilisent aussi ces technologies et que donc, en réaction, on est amené à les utiliser. Bon, alors, fort heureusement, ça représente quand même une infime part de nos clients. Et on a aussi tous les bons clients qui, eux, sont également, entre guillemets, clients de ces technologies-là. Pourquoi ? Parce que les dispositifs de contrôle aujourd'hui, les dispositifs de conformité, qui étaient auparavant dans les arrière-boutiques des banques, qui étaient des contrôles batch auxquels les clients étaient peu confrontés, deviennent des contrôles pré-trade. C'est-à-dire qu'en fait, les clients, on les crible pour les reconnaître, pour voir s'ils ne sont pas sous sanction. On contrôle les paiements. On a les instant payments là, qui vont être criblés bientôt, là, le 9 janvier. Et donc, on a de plus en plus de contrôles qui viennent en vitrine du magasin. Donc, ça fait partie du service client qu'on offre. Et s'il n'est pas bon, le client, il va ailleurs. Le troisième facteur qui nous pousse vers l'IA et vers l'innovation, ce sont nos contrôleurs et nos régulateurs. Eux aussi, ils utilisent l'IA. Donc, quand on se fait contrôler avec des outils d'IA, c'est bien d'avoir, je dirais, quelque part, des équipements équivalents pour anticiper les résultats ou les trouvailles qui seront faites par d'autres. Vaut mieux qu'on les trouve avant nous-mêmes. Donc, quelque part, on n'a pas le choix, et tant mieux. Je veux dire, la société bouge, et si on ne bouge pas, voilà, on va sortir du marché. Après, on a aussi des menaces qui sont, outre celles que je viens de mentionner, la manière dont on s'organise, nous. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de mettre de l'argent sur la table et d'embaucher plein de monde, plein d'ingénieurs pour faire de l'innovation et de l'IA. Ça ne suffit pas. Encore faut-il faire les bons choix et encore faut-il aussi avoir les dispositifs de contrôle de la fabrication de ces dispositifs qui soient pertinents. Je m'explique. Quand on fait de l'IA, on parle de l'IA Act, on parle des réglementations sur les validations de modèles. Eh bien, c'est très bien que ça existe, parce que c'est comme toute innovation, c'est comme tout outil, il faut le contrôler, il faut s'assurer qu'il est utilisé sans préjudice pour nos sociétés, pour la démocratie, pour les libertés individuelles. C'est absolument indispensable. Et les réglementations sont faites pour ça. Mais après, il y a la manière dont on les décline, nous, dans nos organisations. Et si on les décline avec insuffisamment de doigté, avec l'idée que la meilleure manière de ne pas avoir de problème, c'est de rien faire, et finalement avoir des dispositifs de validation qui sont tellement lourds qu'on ne peut rien sortir, et c'est un peu ce qui se passe parfois,
comment on va faire pour satisfaire nos clients? Comment on va faire pour être compétitif par rapport à nos confrères ou à nos concurrents? Comment on va faire pour lutter contre la fraude? C'est bien beau de mettre de l'argent pour s'acheter un V6, mais si on met les deux pieds sur le champignon et qu'on met en même temps le frein à main, on va juste casser le moteur. Donc la question n'est pas de se demander, de se dire comment est-ce qu'on peut échapper aux réglementations. La question est de les décliner de manière constructive et de manière à ce qu'elles n'empêchent pas l'innovation. Encore une fois, je parle des réglementations type IA, IA Act, type réglementation sur les modèles, et de manière à ce qu'on préserve notre société qui est une société nos sociétés qui sont des sociétés de liberté, démocratiques et auxquelles on tient tous, mais en même temps qu'on n'empêche pas l'innovation. Parce que les fraudeurs, eux, ils ne font pas valider leur modèle. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, on a, c'est ce que je venais de dire, c'est effectivement, on a l'innovation illégale contre, effectivement, qui est un nouveau risque, voilà, et l'innovation au sein des établissements qui sont effectivement dans la course à des outils les plus efficaces possibles. Dans ce cadre-là, est-ce que toi, tu vois effectivement, on le voit transparaître à travers tous vos discours, en fait, hein. Est-ce que tu vois l'IA comme un outil de gestion des risques en pur, ou est-ce que tu peux le percevoir aussi comme une sorte de nouvelle menace aussi, en fait? Enfin, comment tu le perçois, Louis? Je pense que c'est comme tous les outils puissants, c'est la manière dont on va s'en emparer, les utiliser en interne. Et donc ça dépend de nos organisations. Avec un marteau, on peut enfoncer un clou et accrocher un tableau, ou on peut aussi tuer son voisin. Donc l'IA, c'est un peu ça. Si on l'utilise bien avec de bonnes intentions pour préserver la société, donner plus de services à nos clients, les protéger mieux contre la fraude, parce que nos clients sont les premières victimes de la fraude. Hein, la banque est victime, mais les clients aussi. Eh bien, ça sera une opportunité, et ça doit l'être. C'est un peu comme Internet. Hein. Sur Internet, c'est un outil à la fois de savoir, on peut trouver plein d'informations, parfois fausses, puis c'est aussi effectivement un outil qui permet de divulguer des rumeurs. Voilà, donc on a une société qui nous offre des outils de plus en plus puissants, qui donnent finalement accès à de plus en plus de personnes, que ce soit des clients ou autres. Et je pense que encore une fois, je pense que c'est important, et tant mieux d'ailleurs, quelque part c'est rassurant, de se dire qu'il ne suffit pas d'avoir les meilleurs ingénieurs, ou les plus nombreux et les meilleurs. Il faut avoir une gouvernance qui nous permette, encore une fois, de le faire, j'allais dire de faire le bien, de faire les choses dans l'intérêt de nos clients, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'intérêt de la société. Tout à fait. Je vais revenir un petit peu sur ce dont tu parlais, à savoir l'IA utilisée par les autorités de régulation. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Qu'est-ce que tu en penses, en fait, à titre même personnel, en fait? Je pense que c'est très bien, c'est inévitable. Et voilà, c'est de la même manière que les régulateurs se sont entourés il y a déjà longtemps de compétences IT techniques. Aujourd'hui, ils investissent dans des technologies. On sait très bien que la CPR a développé un outil qui s'appelle Lucia, qui lui sert à faire des audits. Et c'est très bien. Donc il faut qu'on soit, nous aussi, sur les mêmes approches ou des approches similaires, sachant que le combat n'est pas, en tout cas, le match n'est pas tout à fait équivalent, parce que une banque doit surveiller tous ses clients de manière efficace, générer des alertes et les traiter toutes. Un contrôleur, lui, il va les chercher dans les coins. Ça veut dire que si en cherchant dans les coins, on utilise la même technique pour aller chercher partout dans la pièce, on va peut-être générer 1 milliard d'alertes. Le contrôleur, lui, il n'a pas à traiter toutes les alertes. Donc ça nous met mais en même temps ça nous challenge, et c'est comme tout, on s'adapte,
essaye de faire bien, on essaye de faire mieux, mais ce qu'on peut dire, c'est que je pense que ces technologies-là vont rendre obsolètes très rapidement des cycles d'obsolescence qui vont se raccourcir et les dispositifs vont devenir beaucoup plus rapidement obsolètes. On sait très bien qu'un dispositif qui était parfaitement auditable et tout à fait convenable il y a 10 ans, ou il y a 7 ans, ou il y a 6 ans, aujourd'hui, très probablement, ne l'est plus. Eh bien, ce cycle-là, pour moi, je pense qu'il va se raccourcir, parce qu'on a des dispositifs qui sont quelque part auto-apprenants. Donc, et y compris les dispositifs de contrôle. Donc, il va falloir y consacrer un peu plus de temps, un peu plus de moyens et un peu plus de compétences. Du coup, on parle quasiment de risque d'obsolescence, en fait, des outils qui sont développés chaque jour par les entreprises. Est-ce que vous confirmeriez ce nouveau risque, en fait, quelque part, les uns et les autres? Alors, oui, je peux peut-être répondre rapidement, parce que j'ai déjà parlé beaucoup, mais oui, il y a ce risque-là. Il est d'autant plus fort pour les banques que les banques, on le sait, ont des systèmes d'information qui souvent reposent sur des socles qui sont assez anciens, les socles opérationnels transactionnels. Voilà, on est toujours souvent sur du COBOL, de l'IBM, voilà, et que là on parle d'une couche qui est au-dessus, qui est une couche qui utilise les données de ces systèmes opérationnels, mais qui doit être beaucoup plus réactive, parce que là, il faut changer tout le temps. La fraude, ça change tout le temps, donc les dispositifs doivent changer tout le temps. Le blanchiment, c'est pareil, etc. Donc, on a vraiment des préoccupations aujourd'hui qui sont de nature quasiment contradictoire, à la fois de maintenir les socles opérationnels et transactionnels en vie, si je puis dire, voilà, parce que c'est très compliqué à changer et ça prendra encore beaucoup de temps. Moi, j'en entends parler depuis bien longtemps et c'est pas fini. Et en même temps, sans préjudice pour tous ces changements dont on parle, je pense au contrôle, à l'innovation et à l'IA, qui s'appuient en dernier ressort également sur ces données. Donc, tu le disais, on a besoin, on ne fait pas d'innovation ni d'IA sans données. Il faut qu'on arrive à se sourcer dans des dispositifs qui sont anciens, qu'on alimente des dispositifs qui sont plus récents, qui sont avec des grosses puissances de calcul et qui sont surtout plus manœuvrables parce qu'il n'y a pas, je dirais, de système de contrôle, de système de lutte contre la fraude, le financement du terrorisme ou le blanchiment qui soit statique. C'est des systèmes qui bougent tous les jours. Hervé, toi, qu'est-ce que tu pourrais en dire ou compléter ? Moi, même si la durabilité a l'air complètement perpendiculaire à ces sujets, mais on a un peu le même sujet sur le risque climatique. C'est-à-dire que le risque climatique, aujourd'hui, on en voit les effets tous les jours. Alors, je ne vais pas dire qu'aujourd'hui est un effet de la modification climatique, mais concrètement, il y a quand même des effets, on va dire, climatiques extrêmement importants. Il y a de plus d'incendies, il y a plus de sécheresse, il y a l'augmentation de la température, enfin, il y a il y a la montée des eaux, enfin, il y a plein de sujets liés à ces risques. Et concrètement, il faut être extrêmement agile et réagir extrêmement vite. En plus de ça, se rajoute sur la durabilité le fait que le sujet a été pris par les médias et les politiques. Enfin, il y a quand même un bouillonnement là-dessus qui fait qu'à la fois, aussi bien au niveau des normes qu'au niveau, on va dire, du must-have, de ce qui doit être fait et ce que tout le monde attend, là aussi, il faut être en capacité de réagir très vite par rapport à ces sujets. Donc on va avoir on va dire la même problématique, c'est-à-dire que des systèmes qui existaient, par exemple, il y a 5 ans, aujourd'hui, sur les sujets climatiques sont complètement obsolètes, quoi. Est-ce que tu veux compléter, Morgane? J'ai l'impression c'est parce que tu me souriais, alors je te souris. J'ai l'impression que tu as envie de compléter. Oui, je dirais, en fait, pour cette question-là, je pense qu'il faut aussi bien choisir son prestataire. L'IA, c'est à la mode. Des apprentis sorciers qui arrivent sur des technologies en disant qu'ils sont capables d'être les meilleurs du monde sur ce qu'ils font et qui sont nés il y a 1 an ou 2 ans. Pour ceux qui pratiquent l'IA dans les entreprises, qui sont à la pointe, je sais que le Crédit Agricole font beaucoup de choses en interne sur ça. On sait très bien que l'IA, pour que ça soit le plus performant possible, il faut que ça ait vécu, il faut que ça ait des modèles, il faut que ça soit corrigé. Il faut que ça... Donc l'obsolescence, en fait, elle peut être très très rapide. Il suffit comme je disais, de bien choisir son prestataire, d'avoir un prestataire qui est sur le marché, qui est établi, qui a
qui est robuste, qui a une R&D, qui fait travailler des équipes et qui a un focus là-dessus. Donc c'est vraiment le point clé. Et juste pour revenir sur quelque chose que disait Georges, vraiment à juste titre, c'est que en fait, la majorité des gens sont des gens de bonne composition, des gens honnêtes. Aujourd'hui, on arrive à accorder des prêts, des ouvertures de compte en distance, en digital, en étant sûr et certain que la personne qu'on a en face de nous, c'est une personne qui a une vraie identité, qui n'a rien à se reprocher, et il veut juste ouvrir un compte à distance, faire un crédit à la consommation. Donc, avant tout, les technologies sont là pour aussi servir les gens qui veulent un côté pratique et qui veulent faire des choses bien. Donc voilà, c'est vraiment le point qui est principal dans tout ça. Et selon toi, en tant qu'ingénieur, donc quelles seront les prochaines avancées technologiques pour contrer ces risques quelque part? Alors il y en a plusieurs, mais typiquement ce qu'on fait aujourd'hui à Transmit Security, on offre une plateforme qui va couvrir l'ensemble de ces éléments pour tous les secteurs de métier donc dans une banque. Donc on va adresser les développeurs, les UX designers, la conformité, les équipes digitales, l'identité, etc. au sein d'une même plateforme, et on va leur permettre justement de collaborer au sein d'une même plateforme sur ces sujets-là. Et la deuxième chose, c'est l'utilisation de l'IA générative justement pour contrer donc la fraude dont je parlais tout à l'heure, l'ingénierie sociale ou Authorized Pushed Payment Fraud, APP Fraud, dans son nom outre-Atlantique, où les utilisateurs se font manipuler, c'est la fraude au faux conseiller en France, pour émettre des virements en leur nom. Et c'est difficile aujourd'hui, à chaque fois qu'on voit une transaction risquée, d'aller appeler l'utilisateur. On n'a pas la force de frappe pour appeler tout le monde, mais on a des outils maintenant. On peut entraîner des modèles, et on l'a fait, pour justement aller dialoguer, aller discuter avec l'utilisateur, lui permettre de prendre un peu de recul sur la situation, lui enlever les œillères qui ont été mises par justement le fraudeur, lui enlever cette vision en tunnel et initier une discussion automatiquement via un outil un peu comme ChatGPT avec le client pour lui demander: mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? Est-ce que vous êtes au téléphone avec quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est en train de vous guider? Pourquoi? Comment? Obtenir toutes ces informations et finalement obtenir aussi une perception que l'utilisateur a de ses actions, parce que lui, il pense qu'il est en train de faire un virement sur un compte qui lui appartient. Mais non, c'est pas le cas. Et donc, on obtient toutes ces informations-là pour protéger l'utilisateur, mais aussi protéger la banque en cas de litige, parce que demain, la DSP3 va sortir et il se pourrait que les banques seront tenues responsables dans ce type de fraude. Est-ce que quelqu'un veut compléter sur sa vision des futures technologies pour contrer la gestion des risques, ou pour gérer les risques plus efficacement? Oui, enfin, je pense que on peut peut-être donner quelques orientations, hein, c'est toujours sous réserve, mais clairement on voit de plus en plus d'outils d'IA qui vont être utilisés pour scorer nos clients, c'est-à-dire pour savoir quel est le risque associé à nos clients sur la base de leur comportement. Donc on est vraiment sur des scores comportementaux. Alors c'est des choses qui existent déjà depuis quelques années sur la fraude, un peu moins dans le domaine de la sécurité financière. Mais globalement, je pense qu'on va avoir des dispositifs innovants type IA qui vont pas, au moins dans un premier temps et pour quelques années, remplacer les dispositifs existants, qui vont venir les augmenter, alors en remplacer peut-être une petite partie, mais qui vont venir les augmenter et collaborer. Parce qu'en fait, on va faire de la détection déterministe, comme on le fait depuis longtemps, et on va faire aussi de la détection IA. De la même manière que la détection par les outils n'a pas remplacé la détection par le réseau. Et on a besoin aussi d'une détection humaine. Et bien là, on va avoir un effet de briques qui vont venir couvrir des champs qui ne sont pas bien couverts aujourd'hui. Et puis probablement, alors après, il y a tous les sujets de machine learning, de réduction des faux positifs, qui sont très vendeurs et utiles quand ça fonctionne bien. Et puis on a tout le sujet d'aide au traitement des détections, des alertes, c'est-à-dire des équipes opérationnelles qui traitent les alertes, qui décident que finalement
tel cas est réellement une fraude ou tel cas, il faut vraiment faire une déclaration de soupçon. Eh bien, il y a tout un pan d'innovation qui va venir, je pense, les épauler, les aider, pour les aider à documenter de manière plus automatisée, plus complète. Probablement également pour les aider à prendre des décisions. Ça ne sera pas les mêmes familles d'outils. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va remplacer les gens. De toute façon, hein, si l'informatique avait dû tant que ça remplacer les gens depuis 40 ans, je pense que ça se serait vu dans les chiffres de la productivité. Comme disait, je ne sais plus, c'était Solo, je crois qu'il disait ça, il disait on voit des PC partout, sauf dans les statistiques de la productivité. En fait, finalement, l'IT et le digital n'a pas tellement amélioré la productivité et donc remplacé les gens. Donc on ne va pas, à mon avis, remplacer les gens, pas forcément en tout cas, hein, parce qu'on parle toujours de l'IA comme étant une révolution qui va remplacer plein de boulot. Probablement, mais ça va en créer aussi. Et à la fin, moi je ne suis pas capable de dire si le solde sera positif ou négatif. Tout ce que je peux dire, c'est que, encore une fois, depuis 30 ans ou 40 ans, la croissance n'a pas été très élevée parce que la productivité n'a pas beaucoup augmenté, contrairement aux 30 glorieuses où il n'y avait pas d'informatique. Donc on verra bien, moi je ne suis pas devin. Hein, voilà. Donc je pense qu'on aura globalement finalement des outils qui vont venir sur les contrôles. 1, améliorer la détection. 2, améliorer la décision. 3, améliorer la documentation, aider à la documentation. Et avec une contrainte qui va être une contrainte en parallèle de faire que ces contrôles soient le plus client compatible possible, parce que, encore une fois, ce sont des contrôles aujourd'hui qu'on fait souvent en post, en batch, qui maintenant viennent en pré-trade, et donc c'est l'expérience client. Ça va faire partie, ça fait déjà partie pour un fragment de ces contrôles, mais ça va être de plus en plus le cas, et donc on va mutuellement se concurrencer sur la qualité de ces contrôles, qui peuvent aussi nous aider à accélérer les services, parce que les contrôles par construction créent une petite barrière au dénouement d'une transaction, et si on est le plus petit possible, eh bien on va les accélérer par rapport à d'autres. On complétera effectivement avec l'affinement futur aussi de l'IA, et notamment, je vais ouvrir un peu le propos, mais sur l'IA comportementale, hein, qui va pouvoir aussi gérer les nouveaux risques en allant regarder le comportement même des clients, savoir si le client est heureux, savoir si le client n'est pas heureux, savoir sa réaction face à telle ou telle phrase ou discours d'un conseiller, etc., etc. Donc il y a vraiment plein d'enjeux et plein de nouvelles choses qui s'offrent à nous dans le futur sur l'IA. Donc on voit, pour conclure rapidement, puisque le temps est maintenant compté, que les nouveaux risques en fait sont vraiment divers et puis sont souvent à double tranchant, c'est-à-dire qu'on voit l'IA à la fois comme un outil de progrès, mais aussi comme un nouveau risque quelque part. Là, la réglementation qui vient aussi se superposer avec ce risque d'obsolescence, et puis des risques divers et beaucoup plus macro, comme le risque ESG par exemple, et les risques liés à l'utilisation même de l'IA avec la multiplication des fraudes. Voilà.